Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez tous bien. L'épisode arrive tardivement, je l'admets, car il y avait énormément de bruit cette semaine, donc là où je travaille actuellement, et donc c'était vraiment impossible pour moi de faire un enregistrement propre. Et donc voilà, j'ai dû attendre un petit peu, je me suis dit je suis pas à 3 jours près, c'est pas grave. Donc voilà, j'enregistre un peu plus tardivement cet enregistrement. Et les épisodes donc vont arriver, bien sûr, hein, normalement ils vont arriver ce soir et demain, lundi. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits soucis, c'était un peu galère. Bref, aujourd'hui, la vidéo, elle va parler d'un sujet, on va dire, qui est quand même d'actualité, hein, donc on va parler certainement de la guerre en Ukraine, et certainement, plus précisément même, de pourquoi cette guerre est actuellement en cours. Et donc on va essayer d'expliquer un petit peu, hein, donc avec une belle introduction, on va essayer de parler aussi du contexte historique et culturel, et aussi on parlera de la révolution de 2014 avec ses répercussions, l'annexation de la Crimée et les conflits dans le Donbass, et les enjeux géostratégiques et économiques, avec bien sûr les implications humanitaires et internationales, et une belle conclusion. Donc je vous laisse avec cet épisode, et j'espère que ça vous plaira en tout cas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez d'autres questions ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse avec l'épisode. Ciao, ciao. La guerre en Ukraine a émergé comme un conflit majeur qui a capturé l'attention internationale, mettant en lumière non seulement des tensions régionales longtemps couvées, mais aussi des enjeux géopolitiques globaux qui touchent de nombreuses nations, bien au-delà de ses frontières. Pardon. Ce conflit, en fait, il est enraciné dans une complexité historique et politique profonde, et ça incarne les luttes de pouvoir, les aspirations nationales et les influences extérieures qui ont façonné l'Europe de l'Est depuis des décennies. Historiquement, en fait, l'Ukraine a oscillé entre l'influence de la Russie et son désir d'intégration européenne. Une dynamique qui a engendré aussi des divisions internes significatives. Ces divisions, elles se sont manifestées non seulement à travers des choix politiques et économiques, mais aussi dans les identités culturelles et linguistiques de sa population. Donc ça a créé un terrain fertile pour des conflits internes et externes. Le déclenchement de ce conflit moderne, il peut être tracé jusqu'à une série d'événements qui ont progressivement exacerbé les tensions sous-jacentes. Ça inclut donc des mouvements vers l'ouest politiquement et économiquement, ainsi que des réponses et des crises internes qui ont parfois été perçues comme des menaces par ses voisins, notamment la Russie. Donc ces éléments, ils ont été convergés de manière explosive, et ça a amené donc à une série d'affrontements qui ont depuis évolué en une guerre ouverte, qui a impliqué de nombreuses nations à travers des sanctions, du soutien militaire et des campagnes diplomatiques. Donc cet épisode, il va détailler les racines historiques du conflit, il va explorer les moments clés qui ont mené à l'escalade actuelle de cette guerre, et de discuter aussi des applications à long terme pour l'Ukraine, la région et l'ordre mondial bien sûr. Donc quand on va examiner un petit peu tout ça, tous ces éléments, on va essayer de chercher à comprendre non seulement les causes immédiates, mais aussi les répercussions plus larges qui pourraient remodeler les relations internationales dans les années à venir. Et pour info aussi, bien sûr, je ne suis pas pro-ukrainien et je ne suis pas pro-russe. Je reste neutre, comme d'habitude, dans toutes mes vidéos. Maintenant, on va commencer donc par le contexte historique et culturel. L'Ukraine, donc, qui est nichée à la charnière de l'Europe de l'Est et de la Russie, elle occupe en fait une position géographique qui a profondément influencé son histoire et sa culture. Ce pays, il a longtemps été au cœur de conflits entre grandes puissances en raison de son emplacement stratégique. Historiquement, l'Ukraine a été partagée entre divers empires et influences, et notamment celles de la Pologne, de l'Autriche-Hongrie et surtout de la Russie. Donc la relation complexe entre l'Ukraine et la Russie, elle est caractérisée par des périodes d'union et de tension. C'est une réalité qui remonte à des siècles. Donc pendant l'ère de l'Empire russe et ultérieurement sous l'Union soviétique, l'Ukraine elle a été un composant essentiel en raison de ses ressources agricoles et industrielles. Mais cette intégration, elle a souvent été accompagnée de tentatives de russification, si je peux me permettre, et de répression des mouvements nationalistes ukrainiens. Donc avec la dislocation de l'Union soviétique en 1991, l'Ukraine elle a proclamé son indépendance, qui a ouvert à une ère de transformation nationale. Ces événements, ça a marqué non seulement un changement politique radical, mais aussi le début d'une réaffirmation de son héritage culturel et linguistique. Donc avec un renouveau de la langue ukrainienne et des traditions qui avaient été supprimées
ou marginalisés sous le régime soviétique. Et depuis son indépendance, l'Ukraine elle a oscillé en fait entre une orientation pro-russe et pro-européenne. Et du coup, ça a reflété des divisions internes entre l'Est du pays, majoritairement russophone et historiquement tourné vers Moscou, et l'Ouest qui a tendance à se sentir plus proche de l'Europe centrale et de ses valeurs. Donc ces tensions, vous voyez, internes, elles ont souvent été exacerbées par les crises politiques et économiques, et ainsi que par les interventions étrangères à la fois ouvertes et subtiles. Donc le tournant vers l'Europe, il a été vraiment particulièrement marqué par la révolution orange en 2004, et plus tard par les événements de l'Euromaïdan, je crois qu'on dit ça comme ça, en 2013-2014. Donc ça a clairement démontré l'aspiration d'une partie significative de la population ukrainienne à s'intégrer davantage dans les structures européennes et atlantiques, et qui sont en quête d'ailleurs de réformes démocratiques et d'une gouvernance transparente. Donc vous voyez, en gros, le contexte historique et culturel de l'Ukraine, c'est vraiment essentiel de comprendre donc ces dynamiques actuelles du conflit qu'on va exposer tout au long de cet épisode. Et l'histoire ukrainienne, c'est celle d'une nation qui, malgré les périodes d'oppression et de domination étrangère, elle a continué à lutter pour son autonomie et son identité propre, qui a façonné ainsi son parcours vers la souveraineté nationale et la démocratie. Allez, on va passer maintenant à la deuxième partie. Je vous prie vraiment de m'excuser encore une fois pour les bruits environnants que vous entendez. Je ne peux pas faire autrement pour l'instant. Alors, c'est parti pour la révolution de 2014 et de ses répercussions. Donc la crise ukrainienne de fin 2013 au début 2014, c'est souvent désigné en fait sous le nom de révolution de la dignité entre Euromaïdan et qui marque d'ailleurs un tournant majeur dans l'histoire contemporaine de l'Ukraine. Cette période de tumulte politique, elle a été déclenchée par la décision soudaine du président Viktor Yanukovych de ne pas signer un accord d'association prévu avec l'Union européenne. À la place, il a choisi de renforcer les liens économiques et politiques avec la Russie. Et c'est une décision qui a largement été perçue comme un renoncement à l'aspiration européenne de l'Ukraine. Donc la réaction à cette décision a été rapide et très intense. Il y a des milliers de citoyens ukrainiens qui ont commencé à se rassembler sur la place Maïdan. Je vais essayer de dire le nom, mais Nezalezhnosti à Kiev. Désolé pour la prononciation, c'est très difficile. Qui a exprimé d'ailleurs leur mécontentement et leur désir d'un avenir européen plutôt que d'un retour vers l'influence russe. Donc ce qui a commencé d'ailleurs comme des manifestations pacifiques et qui a malheureusement rapidement évolué en affrontements violents entre les protestataires et les forces de l'ordre. Et bien sûr, les tensions se sont intensifiées à mesure que le gouvernement tentait de réprimer les manifestations par la force. À croire que les dirigeants d'État ne comprennent pas en fait. Ou ils le font exprès, je ne sais pas. La violence elle a atteint son paroxysme en février 2014 lorsqu'il y a eu des dizaines de personnes, principalement des manifestants, qui ont été tués lors d'affrontements dans les rues de Kiev. Et ces événements tragiques, ils ont non seulement galvanisé l'opinion publique contre Yanukovych, mais ont également attiré l'attention internationale sur la crise. Donc sous la pression de la rue et de la communauté internationale, Yanukovych il a finalement été destitué par le Parlement ukrainien, fuyant le pays peu après quoi. Et donc les répercussions forcément de la révolution et de la révolution de la dignité ont été vraiment profondes et durables. Et sur le plan intérieur, ça a conduit à un renouveau politique avec la mise en place d'un gouvernement provisoire tourné vers l'Europe, suivi de l'élection de Pedro Porochenko à la présidence, qui a promis après de poursuivre l'intégration européenne de l'Ukraine. Après, cette orientation vers l'Europe, elle n'a pas été sans conséquences. Elle a exacerbé les tensions avec la Russie, qui a réagi en annexant la Crimée en mars 2014, donc un acte qui a déclenché une série de sanctions internationales contre la Russie et a plongé la région dans une crise géopolitique prolongée. Et sur le plan international, la révolution de la dignité a réaffirmé l'orientation pro-européenne de l'Ukraine et a redéfini ses relations avec ses voisins et avec les grandes puissances mondiales. Voilà, donc maintenant on va passer sur la partie numéro 3, donc l'annexion de la Crimée et le conflit dans le Donbass. Je pense que c'est important aussi de parler de ça. En mars 2014, donc dans le sillage de la révolution de la dignité et de la destitution de Viktor Yanukovych, la Russie elle a effectué un mouvement géopolitique majeur en annexant la Crimée. Il y a c'est une péninsule stratégique qui faisait partie de l'Ukraine, et cette annexion, en fait, elle a été précédée par un référendum rapide, dont les résultats d'ailleurs ont été largement contestés
tant par le gouvernement ukrainien que par la communauté internationale, arguant que le vote s'était déroulé avec une pression militaire intense russe. Et donc la réaction internationale à l'annexion de la Crimée, ça a été très rapide et ferme. Il y a une multitude de pays à travers le monde, y compris les États membres de l'Union européenne et les États-Unis aussi, ont condamné l'action russe comme une violation flagrante du droit international et de la souveraineté ukrainienne. Et en conséquence, il y a une série de sanctions économiques qui a été imposée à la Russie, visant à punir Moscou pour ses actions et à dissuader d'autres agressions territoriales. Et donc, peu après l'annexion de la Crimée, il y a des troubles qui ont éclaté dans les régions orientales de l'Ukraine, en particulier dans le Donbass. C'est une zone qui comprend les oblasts de Donetsk, ça se dit comme ça je pense, et de Louhansk. Cette région en fait elle est caractérisée par une population russophone significative, avec des liens économiques et culturels très étroits avec la Russie. Et c'est devenu donc le théâtre d'un conflit armé entre les forces gouvernementales ukrainiennes et des groupes séparatistes soutenus par la Russie. Et donc ce conflit, souvent décrit comme une guerre hybride en raison de la combinaison de tactiques conventionnelles, de guérilla et de cyberattaques, ça a rapidement escaladé à une confrontation majeure qui a causé des milliers de morts et des déplacements massifs de population malheureusement. L'engagement de la Russie dans le conflit du Donbass, bien que régulièrement nié, a été largement documenté par des preuves de la présence de troupes régulières russes et de matériel militaire avancé. Et cette implication a non seulement exacerbé le conflit, mais a également contribué à une détérioration continue des relations entre la Russie et l'Occident. Et ça a placé donc la région dans une impasse politique et militaire qui persiste bien sûr encore. L'annexion de la Crimée et le conflit dans le Donbass ont profondément marqué l'Ukraine. Ça a entraîné non seulement des pertes humaines et des souffrances, d'énormes souffrances, mais aussi un isolement politique accru de la Russie sur la scène mondiale. Et ces événements, ils ont réaffirmé donc l'importance de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale dans les relations internationales, tout en soulignant les défis complexes auxquels sont confrontées les nations à frontières de puissance plus grandes et plus agressives. Allez, continuons sur les enjeux géostratégiques et économiques. Vous allez voir que cette partie-là aussi est très intéressante. Alors, donc le conflit en Ukraine, il transcende largement les frontières de l'État lui-même, pour toucher à des questions géopolitiques majeures qui impliquent la Russie et les puissances occidentales, notamment l'Union européenne et puis les États-Unis. Donc ces tensions, elles sont exacerbées par la position géostratégique cruciale de l'Ukraine, qui en fait au final un pivot important entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Tout d'abord, l'importance stratégique de l'Ukraine. Donc l'Ukraine, elle possède d'importantes terres agricoles qui en font l'un des plus grands producteurs et exportateurs de céréales et d'autres produits agricoles dans le monde. Et cette capacité agricole a non seulement soutient l'économie ukrainienne, mais joue également un rôle vital dans la sécurité alimentaire mondiale. Et ça rend donc sa stabilité d'une importance capitale. Ensuite, il y a les ressources naturelles et énergie. Au-delà de l'agriculture, l'Ukraine elle est riche en ressources naturelles, y compris des minéraux comme le fer, le manganèse, qui sont essentiels pour de nombreuses industries à l'échelle mondiale. Et plus significativement, sa position géographique, ça en fait un corridor énergétique crucial pour le transit du gaz naturel de la Russie vers l'Europe. Et les gazoducs qui traversent l'Ukraine sont stratégiques pour la sécurité énergétique européenne, ce qui lui confère donc un poids géopolitique considérable. L'implication du conflit sur les relations internationales. En gros, le conflit en Ukraine, il est donc devenu un enjeu géostratégique majeur qui attire l'intervention de puissances extérieures. D'une part, donc, la Russie voit l'Ukraine comme essentielle pour maintenir son influence et sa sécurité dans sa périphérie occidentale. Et d'autre part, pour l'Union européenne et les États-Unis, soutenir l'Ukraine s'est perçu comme crucial pour contrer l'expansionnisme russe et maintenir l'ordre de sécurité européen qui est basé sur le respect de la souveraineté nationale et du droit international. Bien sûr, ça a des conséquences économiques et des sanctions. Les sanctions économiques imposées à la Russie par l'Occident en raison de l'annexion de la Crimée et au soutien continu aux séparatistes dans le Donbass, ça a eu forcément des répercussions économiques bilatérales et ça a affecté les économies des pays impliqués. Ces sanctions, elles ont contribué à isoler davantage la Russie sur la scène économique et internationale, mais ça a affecté aussi également les économies européennes par les perturbations des flux commerciaux et énergétiques. Donc ces implications du conflit
ukrainien va vraiment au-delà de ses implications immédiates sur la sécurité et l'économie de la région. Ça touche vraiment au fondement même de l'ordre géopolitique européen et mondial. Et ça teste d'ailleurs les principes de l'après-guerre froide sur la souveraineté et l'intégrité territoriale. Et ça pose aussi des défis complexes pour l'avenir des relations internationales aussi. Et d'ailleurs, on va parler maintenant dans ce dernier point des implications humanitaires et internationales. Alors donc le conflit en Ukraine, il a entraîné donc des répercussions profondes et tragiques pour les populations civiles, et ça illustre de manière poignante les coûts humains de la guerre. Les combats intenses et prolongés ont non seulement causé la mort de milliers de personnes, mais ont aussi forcé des millions d'autres à fuir leur foyer, cherchant un refuge à l'intérieur de l'Ukraine ou même dans les pays voisins. Et cette crise de déplacement massif, elle a créé une situation humanitaire grave qui a nécessité une intervention internationale, une réponse internationale coordonnée, et on va essayer d'en énumérer quelques-unes. D'abord l'impact sur la population civile. Il y a les zones donc, qui ont été le plus touchées, notamment dans l'est de l'Ukraine. Ils ont vu, on a vu des communautés entières dévastées par les bombardements et des combats au sol et des autres formes de violence militaire. Les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux, les écoles et les logements, ont été fréquemment endommagés ou détruits, et ça a aggravé encore plus la souffrance des populations locales. Ensuite, il y a la violation des droits de l'homme et crimes de guerre, on peut dire ça comme ça. Le conflit a également soulevé de sérieuses préoccupations concernant donc ces fameuses violations de droits de l'homme et même des infractions au droit international humanitaire. Il y a des rapports de diverses organisations internationales et groupes de droits de l'homme qui ont documenté des cas de détention arbitraire, de torture et d'exécution extrajudiciaire. De plus, les deux parties ont été accusées de crimes de guerre, notamment l'usage disproportionné de la force et des attaques ciblant les zones résidentielles peuplées de civils. Après, bien sûr, on a une réponse internationale et une aide humanitaire. Donc, face à cette crise, en gros, l'aide humanitaire internationale a été mobilisée pour répondre aux besoins immédiats des personnes affectées. Et ça inclut donc la fourniture de nourriture, d'eau potable, d'abri et de soins médicaux. Mais bon, l'accès aux zones de conflit, ça reste un défi majeur parce qu'il y a des restrictions fréquentes qui sont imposées par les combats et parfois aussi même par les acteurs du conflit eux-mêmes. Parlons un peu maintenant des implications pour le droit international. Donc, le conflit en Ukraine, il a également mis en évidence les défis auxquels est confrontée la communauté internationale pour maintenir l'ordre basé sur le droit international. Les violations flagrantes des lois internationales sans réponse punitive efficace menacent de saper les normes établies concernant la souveraineté nationale et la conduite des hostilités. C'est compliqué, mais vous voyez que les implications humanitaires et internationales du conflit en Ukraine sont très vastes et continuent de poser des défis complexes pour les acteurs internationaux. L'ampleur des souffrances humaines nécessite forcément une attention soutenue et une action déterminée pour non seulement répondre aux besoins humanitaires qui sont immédiats, mais aussi travailler vers une résolution durable du conflit qui respecte les droits et la dignité de toutes les personnes impliquées. Donc vous voyez que la guerre en Ukraine, c'est un conflit profondément enraciné dans des questions d'identité nationale, d'influence géopolitique et de sécurité internationale. Alors que le monde il observe et réagit à leur manière, l'issue de ce conflit aura forcément des répercussions bien au-delà des frontières de l'Ukraine, et ça va affecter bien sûr la stabilité régionale et l'ordre mondial. Voilà, c'est un épisode que j'ai mis pas mal de temps à faire, mais j'avais hésité un peu à le mettre. Mais moi, il me semble que sur cet article, je pense pas m'être trompé. Bien sûr, je n'avais pas pris de position par l'Ukraine ou la Russie. Là, la question, bien évidemment, c'était pourquoi la guerre en Ukraine. Donc, bien sûr que je parle un peu plus de l'Ukraine. Mais voilà, c'est pas un épisode qui était censé expliquer quoi que ce soit pour la Russie. Là, on parle vraiment du pourquoi il y a eu cette guerre en Ukraine. Et voilà, peut-être qu'on pourrait utiliser la même question avec la Russie, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt pour l'instant. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Il a été compliqué à réaliser puisqu'il y avait pas mal de bruit, donc merci à tous ceux qui sont encore là et qui ont eu la force de continuer à écouter cet épisode. Je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de vues à mon avis, puisque le son ne va pas trop plaire, je pense. Mais bon, je vais essayer de faire quelques essais pour nettoyer tout ça, la bande son, et on verra ce que ça donne. Voilà. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao, ciao.